sans trop tarder, je commence. Richard, est-ce que tu aimerais commencer à nous parler un peu de Caravani? Euh, et Caravani va avoir 25 ans dans quelques jours. On est une gang à travailler depuis un bout de temps chez Caravanier. Moi, c'est Richard, comme Mariana le dit. Je suis le fondateur de Caravanier, mais j'ai surtout la chance de faire beaucoup de voyages. Ce soir, je vous en présente un, Mariana vous en présente deux. Mais je vais rajouter des petits commentaires à gauche, à droite. Sachez qu'on est quand même très impliqué à plusieurs niveaux, environnemental, social. Dans le prix de vos voyages, on inclut la compensation carbone complète en plus 1% pour la planète, ce qui fait qu'il y a plus de 2% de votre voyage qui va à des œuvres que j'espère utiles pour préserver cette planète qu'on trouve si belle. Si toutes les entreprises donnaient 2% de leur chiffre d'affaires, et là, je pense aux GAFA de ce monde, ben, je pense qu'on réglerait bien des problèmes. En tout cas, au moins, sachez, on sait que voyager, c'est peut-être pas prendre l'avion. On connaît les dommages actuellement. Nous, notre implication, c'est qu'on a augmenté la durée de chacun de nos voyages. On a fait ça, ce travail-là pendant la pandémie. Donc, nos voyages sont plus longs qu'ils étaient. Alors, on vous encourage à voyager moins, mais voyager plus longtemps. Il y a tous les avantages là-dedans. Quand vous êtes sur place, profitez-en pour voyager un peu plus. Nous, c'est notre engagement. Donc, voyager, ça peut paraître paradoxal, mais on assume. Voyager moins, mais voyager plus longtemps. Voilà pour la petite histoire, Mariana, que j'avais à raconter ce soir. Petite introduction. Mariana va vous parler de Baja au Mexique, Basse-Californie au Mexique. C'est un voyage qu'on a chez Caravanier depuis très longtemps. Je vous dirais, Caravanier va avoir 25 ans. Je pense que la première fois que j'ai fait ce voyage-là, c'est il y a peut-être 22 ans. Je savais que la Basse-Californie, ça allait être fantastique. Et effectivement, on s'est beaucoup amusé. On a eu plusieurs groupes. Puis, à un moment donné, est arrivée dans l'équipe une Mexicaine au sourire dévastateur. Et depuis ce temps-là, ben je vais vous laisser raconter, elle raconte elle-même son histoire avec Baja, mais ça allait de soi que c'est Mariana qui prendrait la relève sur ce voyage-là. Donc, je te laisse parler de Baja, Mariana. Bon, merci. Avant de parler Baja, j'aimerais juste me présenter rapidement. Mon nom est Mariana, puis je travaille pour Caravanier déjà depuis 8 ans. Donc, souvent, si vous allez parler des voyages de kayak, souvent, c'est moi qui prends le téléphone parce que les kayaks, c'est devenu une passion depuis justement quelques années. Donc, voilà, maintenant, à part plusieurs voyages des treks en Amérique du Sud-Amérique centrale, je m'occupe aussi de plusieurs destinations des kayaks. Donc, je veux vous parler justement d'un voyage en complète autonomie, puis on va peut-être prendre le temps de parler c'est quoi ça d'être en complète autonomie. Puis un de notre voyage en complète autonomie, c'est en Basse-Californie. Je suis allée en Basse-Californie, je suis née à la ville de Mexico, mais je suis allée faire mes études d'université en Basse-Californie. Je suis habitée à La Paz, Basse-Californie, pendant 8 ans aussi. Puis c'est vraiment mon petit paradis. C'est un peu mon deuxième chez moi. J'adore quand j'ai mes nuits du Mexique, quand je veux retourner, c'est sûr que c'est là que j'ai le premier désir d'y aller. C'est une destination qui nous permet de vraiment faire beaucoup de découvertes, d'exploration dans le kayak. On va du côté de la mer de Cortés. Tantôt, je vais vous expliquer un peu sur une carte on est où. Donc, juste pour rapidement vous dire, en complète autonomie, c'est que tout doit entrer à l'intérieur des caissons des kayaks. Donc, on voit déjà ici quelqu'un qui est en train de chercher quelque chose dans son kayak. Donc, on n'a pas de bateau, on est vraiment autonome. Tout matériel, nourriture et même en Basse-Californie, on apporte de l'eau avec nous. Donc, on part pour 6 jours ou 10 jours
avec tout ce qu'on a besoin dans les kayaks, puis on est libre. Donc, le Mexique, comme je vous disais, voilà, souvent les gens me disent, ah, Basse-Californie, ben, c'est bien aux États-Unis ou au Mexique? Donc, la toute petite histoire, c'est que dans une guerre, on a perdu les territoires qu'aujourd'hui on appelle la Californie. Bon, celui-là et bien plus d'autres, mais pour les Mexicains, avant, on disait la Haute-Californie puis la Basse-Californie. Quand on a perdu ce territoire, les Américains ont enlevé les mots Haute-Californie, donc ils ont laissé juste la Californie, puis nous, on a gardé toujours les mots Basse-Californie. Donc, on est dans la Basse-Californie du sud, parce qu'on est vraiment plus au sud, dans la pointe de la péninsule. Puis c'est là qu'on déroule nos deux voyages. Ici, on a un voyage plus court, c'est celui qui est plus proche à date. Ben, c'est le 4 au 14 mars, si jamais vous êtes intéressé à découvrir cette belle destination. Donc, on a un voyage qui, c'est de 6 jours d'expédition. Voilà, ici dans les cartes. Donc, on était, je vous avais expliqué, on est vraiment dans la pointe de la péninsule. Donc, on a atterri à La Paz. On les voit bien dans... je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais on les voit bien ici. C'est là qu'on atterrit. C'est l'aéroport le plus facile d'accès pour nous qui on vient de l'Est du Canada. Puis après, on va direction Loreto. C'est un autre petit village où se déroule notre voyage. Loreto, c'est très connu parce que c'est un petit village. Là-bas, c'est 300 000 habitants. Loreto, c'est peut-être la moitié ou encore moins. C'est tout petit. Puis juste en face, on a plusieurs îles, sachant aussi que toutes les îles qui sont dans la mer de Cortés sont protégées, ont un statut de protection. Puis ici, en plus, c'est un parc marin. Donc, ils ont comme vraiment beaucoup de protection parce que les territoires, les îles sont protégées, mais la mer aussi. Donc, vous pouvez imaginer que l'écosystème est assez incroyable. Et beaucoup de mammifères marins se trouvent ici, surtout à cette saison de l'année. Entre autres, les baleines, parce que la température de la mer est un peu plus froide, puis c'est la saison des baleines. Alors, on a décidé de faire ce voyage dans cette période de l'année. Entre autres, on est dans de bonnes températures, pas assez très chaudes. Puis avec toutes les îles, ça nous protège du vent du nord, que c'est des vents qui peuvent prédominer à cette période, mais qu'on peut encore naviguer sans problème. Donc, on va visiter les îles de Dansante. Donc, il y a un cercle bleu. On va visiter les îles de Dansante. Si les conditions sont favorables, on peut aller jusqu'à Carmen, retourner, puis après, on descend, on longe la côte vers Agua Verde où il y a les cercles rouges en bas. Donc ça, c'est vraiment un voyage en toute beauté, une bonne première expédition pour ceux qui s'attirent de partir un peu dans le sud, mais faire une expédition de kayak, mais c'est une première fois, puis vous voulez savoir si c'est quelque chose qui ça vous intéresse, c'est une bonne première expérience. Là, je vous parle d'un autre voyage qu'on a parce qu'on a deux voyages, donc avec l'intention justement de voyager plus longtemps puis voyager mieux. Donc, on a décidé aussi de modifier ce voyage, l'améliorer. C'est un voyage qu'on faisait depuis des années, mais là, j'ai mis un peu une touche, une touche différente, une touche caravanier avec la réalité d'aujourd'hui. Avant, on faisait de Loreto La Paz, mais cette route a commencé à être de plus en plus populaire. Il y avait de plus en plus d'impact dans les îles, dans la côte, dans les plages qu'on utilisait. Donc, on a décidé d'aller encore plus loin, d'aller explorer des endroits que pas tout le monde y va. Puis, on va jusqu'à Mulegé. Donc, encore une fois, on atterrit à La Paz, on prend la route vers Loreto, puis après, ensuite, on va à Mulegé pour commencer notre expédition. Puis là, notre objectif, c'est de s'approcher tranquillement Loreto. On finit par Loreto, mais on s'approche. Cette partie de la péninsule aussi très isolée, il n'y a pas nécessairement des routes assez accessibles, donc on n'est que nous dans les plages. Puis on est plus dans le parc, mais ça fait qu'on est assez proche du parc, donc ça fait un effet boomerang. Donc il y a encore des très bons récifs en bonne santé, il y a beaucoup de mammifères, la végétation aussi est en très bonne santé, donc aussi ça nous permet d'avoir
une très belle expédition de 10 jours complètes. Donc, voilà dans la carte un peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Bahia Concepción, c'est connu par ces plages sont vraiment magnifiques. Cependant, comme vous voyez, il y a la route qui passe. Donc, nous, on essaie d'aller de l'autre côté pour s'éloigner de la foule. Donc, dans notre voyage en Basse-Californie, on essaie de prioriser des hébergements qui essaient aussi d'avoir des situations de protection de l'environnement. Donc, on va dans cette écologe qui est entre des dunes et une forêt de cactus, mais au bord de la mer. Donc, c'est magnifique. Voici, je vous montre maintenant quelques images de la Basse-Californie, puis après, ça va me permettre de vous expliquer un peu l'ambiance. Donc, c'est très désertique, la Basse-Californie. Voilà, on a des nuages, mais souvent, c'est vraiment ciel bleu. La nuit, on a énormément d'étoiles. C'est connu, justement, on voit très bien la Voie lactée. Puis la mer, normalement, est calme. Elle est calme et on est toujours dans un milieu marin. Donc, si on a du vent, des forts vents, on peut avoir un peu de houle. Mais dans la plupart du temps, c'est quand même de l'eau assez calme. On est des plages, on fait toujours du camping dans des plages où il n'y a personne d'autre. Ça nous permet vraiment de bien profiter. Souvent, on a des petites baies où on va pouvoir faire du snorkel. Là, on voit un peu de verdure dans la photo. Cette photo, je suis pas mal certaine qu'on a pris en octobre. Septembre, c'est le moment où on peut avoir un peu de pluie à cause des ouragans dans la péninsule. Donc, les voyages qui s'est fait en octobre, par exemple, c'est celui de la longue route des 10 jours, les paysages vont être un peu plus verts à cause de la pluie qu'il y a eu en septembre, pendant que quand on va en avril, là, on est vraiment dans le désert typique, il n'y a pas de verdure, juste des cactus et quelques autres végétations. On mange très, très, très bien en Basse-Californie. On a c'est pour moi une fierté, même pour les 10 jours de kayak, on n'apporte pas de nourriture lyophilisée, c'est-à-dire de la nourriture sèche. On est toujours dans la nourriture fraîche, peut-être quelques camps de nourriture, mais surtout on fait la pêche aussi, on mange, on fait en honneur à la gastronomie mexicaine, donc beaucoup des mets typiques du Mexique, mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas toujours dans les épicés piquantes. Vous pouvez me faire confiance, même si je suis mexicaine, je ne mange pas du piquant, donc si je dis c'est pas piquant, vous pouvez me faire confiance. Donc des bonnes nourritures vraiment fraîches, on est à tous les jours, on fait le petit déjeuner. Dans l'après-midi, on arrive à une petite plage pour les lunchs. Puis après le camping, on fait un petit apéro, un petit souper bien réconfortant. Donc, c'est chaud. On est vraiment dans beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. C'est vraiment agréable comme ambiance de nourriture dans une expédition. Voilà une photo de la... C'est sûr que ça, c'était sûrement des perroquets. Ça a l'air d'être un poisson qu'on a pêché à la journée. Donc, Antonio, c'est notre guide local. Sinon, il y a Adrienne aussi qui nous accompagne souvent. C'est deux personnes vraiment adorables, très professionnelles, des kayakistes très, très expérimentés. Et surtout, les deux aiment beaucoup la pêche à l'harpon. Donc, on les aime bien parce que depuis qu'on monte les campements, si on a l'énergie puis le goût, des fois, ils vont dans la mer pour nous chercher un bon poisson pour les souper, ou bien des fois, on a l'opportunité d'aller chercher des palourdes ou des autres espèces pour pouvoir compléter notre apéro. Donc, ça, c'est bien. Puis là aussi, on voit bien des sortes de plages où on peut faire notre camping. Donc, vous voyez, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'espace. On a de la plage juste pour nous. On arrive, souvent, même si on arrive très tôt, on a toute la journée pour se baigner, pour faire du snorkel. On fait énormément de snorkel dans le voyage. Puis sinon, on peut explorer un peu on peut aller monter cette petite colline pour prendre des photos. Donc, c'est vraiment un voyage très complet. Les couleurs de l'eau, on peut avoir des plages, on peut avoir aussi cette sorte de couleur un peu turquoise. C'est souvent ce sont des endroits qu'on cherche pour faire la plongée où il y a beaucoup de roches, parce que là, ça veut dire qu'on va trouver des poissons, des corails.
On a des kayaks doubles, des kayaks simples, mais on priorise les kayaks doubles à cause de la logistique, puis on a plus d'espace dans un kayak double, mais s'il y a des kayakistes qui veulent décider vraiment être en kayak simple, vous pouvez me contacter, puis on va pouvoir en parler. C'est l'avantage que c'est des kayaks en fibre de verre. On est aussi assez fiers d'avoir des kayaks en fibre de verre en Basse-Californie, parce que déjà, avec tous les poids qu'on met dans le kayak, c'est assez lourd, donc au moins le kayak lui-même, il est assez léger, puis assez performant. Donc, des bons matériels qu'on utilise en Basse-Californie. Côté température, bah, c'est sûr qu'octobre, octobre-novembre, les températures sont un peu plus chaudes. La mer aussi, on peut se baigner régulièrement. On n'a pas besoin de wetsuit ou autre, au moins qu'on a vraiment une front froide qui nous attrape. Mais sinon, c'est normalement encore, on est dans les bonnes températures. La nuit, on peut dormir facilement à la belle étoile. Et c'est vraiment agréable comme température. Plus on s'approche, ben, janvier, février, c'est la température plus froide. Puis en avril, là, on va trouver mars, avril, on va commencer à trouver encore des températures. La mer est encore un peu froide, donc vous fournissez un petit wetsuit. Puis la nuit, ben, c'est sûr qu'on va vouloir avoir un petit couche supplémentaire, mais on peut encore dormir facilement à la belle étoile. Donc, la journée, on est en short avec un t-shirt. C'est quand même agréable comme température, 25 à 30 degrés. On parlait des cactus, donc au Mexique, on a les cardones. En Basse-Californie, c'est des cactus qui représentent beaucoup la région. C'est des cactus qui poussent vraiment lentement, donc c'est assez impressionnant de voir la taille pour moi, c'est comme des grandes paires cactus. Puis c'est ça des paysages souvent on va trouver dans le voyage. On a encore les couchers du soleil sont magnifiques. C'est un des endroits que j'ai vraiment adore. C'est sûr que je veux être assise pour regarder puis bien apprécier les couchers du soleil. Sont vraiment avec, il y a une calme, une énergie, je ne sais pas quoi, qui nous rendent vraiment, c'est assez, c'est une expérience à vivre. Donc voilà encore le kayak double, le kayak simple, donc pour vous montrer un peu la flotte des kayaks qu'il y en a. Puis voilà, la grande différence aussi dans les deux voyages, c'est que les voyages qu'on fait en mars-avril, je vous dis qu'il y a les baleines, mais c'est côté Pacifique, il y a les petites baleines grises qui descendent puis ils mettent bas. Donc, on a les petites baleines, des bébés baleines, surtout déjà mars-avril, qui sont déjà assez matures pour pouvoir s'éloigner un peu de la mer, puis sont assez curieux, puis s'approchent beaucoup au bateau. Des fois, on peut même les caresser, on ne vous garantit pas, mais ça arrive. Donc, dans ce voyage, mon idée, c'était justement à la fin du voyage, parce qu'on doit descendre, on va faire une petite déviation, puis on va aller côté Pacifique pour aller voir les petites baleines, les bébés baleines, les souhaiter une bonne route vers le nord, parce qu'ils sont dans son départ. Puis, on finit notre voyage à La Paz pour revenir à Montréal. Dans les deux voyages, on a beaucoup des mammifères marins qu'on peut trouver, des raies, des sauterelles, mais dans le voyage de novembre, on va vraiment, on a ajouté une excursion pour aller nager puis apprécier une bonne journée en compagnie des sauterelles. Donc, il y a deux colonies, il y a une à l'île Espírito Santo, puis une autre à Coronado. Nous, on va aller à l'île de Coronado pour aller nager avec les sauterelles. Donc, voilà, c'est vraiment charmant de nager avec eux. C'est vraiment toute une expérience. Donc, voilà rapidement pour qu'est-ce que c'est la Basse-Californie. Après, je veux laisser parler Richard de notre voyage aux États-Unis. Richard, est-ce que tu es là? Oui. Oui, je suis. Mais est-ce qu'avant de commencer par les États-Unis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à propos de notre voyage en Basse-Californie? Vous pouvez nous écrire directement votre question. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de questions. Donc, je te laisse présenter rapidement les États-Unis et notre voyage. C'est dommage, je suis pas. C'est toi qu'il faut qu'il opère, hein, parce que là, je suis pas. J'ai pas le contrôle.
C'est quoi l'autre diapo? Ouais, OK. Ouais, Page, Las Vegas. Ben, je vais vous parler plus sur. Mais juste pour vous situer, là, on va atterrir à Las Vegas, qui est une ville avec une certaine réputation. Fait que si ça vous tente d'aller faire un tour, voir un spectacle du Cirque du Soleil, c'était la place. Et après, on va faire 4-5 heures de route pour se rendre à Page. Tu peux changer l'image, Mariana. On a deux voyages à Powell, un de 9-10 jours en fait, là, mais 6 jours sur l'eau, puis un autre plus long. Tu peux laisser ça, ouais, OK, 12 jours, parce que là, on fait une traversée. Donc, il y a deux voyages. En fait, ouais, laisse là-dessus, Mariana. Euh, les, toutes nos présentations, là, ce soir, là, on vous passe ça 10 minutes, 15 minutes sur chaque. L'idée, c'est que vous nous appeliez, qu'on soit capable de parler avec vous autres. C'est bien si on vous accroche un peu en disant ah, ça m'intéresse, c'est plus ce style-là. Et puis, mais vous ne pouvez pas vous inscrire par Internet, vous n'aurez pas le choix de nous appeler, puis c'est volontaire. Donc, on va être capable, de parler de votre niveau de kayak, des exigences et tout. Là, ce soir, ça me tente plus de vous faire rêver que de vous parler des affaires trop exigeantes, mais soyez convaincus qu'on va prendre le temps de parler avec vous. Le lac Powell, c'est le lit du Colorado, de la rivière Colorado, donc le Grand Canyon de la rivière Colorado, qui a été inondé pour faire un barrage à Page. Donc, on parle de quelque chose comme plus d'une centaine de canyons de côté. Là, on appelle ça des side canyons. Le choix qu'on a fait pour faire pour les deux circuits, c'est en faire un qui est vraiment au niveau débutant. Ça vous tente d'essayer un voyage de kayak de mer où on est 6 jours et où on ne déplace pas nécessairement le campement tous les jours, alors que l'autre, c'est vraiment une traversée. Donc, on déplace le campement presque à tous les jours. Alors, ça s'adresse à des kayakistes de niveaux différents ou, du moins, si vous êtes dans un état d'esprit plus relax, ben, je vous suggère le premier qui est 9 jours de Montréal à Montréal, mais 6 jours sur l'eau. Petite anecdote, tu peux mettre la première image, Mariana. Ouais, passe aussi, ça c'est la mise à l'eau. Tu peux rester là-dessus. Petite anecdote, la première fois que j'ai entendu parler du lac Powell, j'étais à Katmandou en décalage horaire. Et à minuit, je me suis réveillé. Puis là, je regardais la télévision, puis il y avait un concours. Ça s'appelait Bikini Contest au lac Powell. Fait qu'il y avait des femmes en bikini sur les paysages. Alors là, j'ai trouvé ça très beau, les paysages. Et puis, je suis allé fouiller et je me suis aperçu que notamment, s'il y en a des gens qui ont plus d'expérience dans la vie comme moi, c'est-à-dire de la barbe grise et tout, vous avez certainement vu les premières éditions du film La planète des singes. La planète des singes, dans la première image, le vaisseau spatial tombe dans l'eau, c'est filmé au lac Powell. Pour vous dire, quand on a fait le repérage, on était 2 guides, Fred et moi, puis on est parti 3 semaines sur 2 semaines, quelque chose comme ça, en autonomie en kayak. On était au mois de fin octobre, début novembre. C'était frais, mais c'était très confortable quand même. Il n'y avait personne. Puis on s'est dit, tiens, on doit faire quelque chose d'illégal. Ça se peut pas qu'un endroit aussi magnifique, aussi magique, il n'y ait personne. Fait que là, on avait peur de se faire prendre. Qu'un ranger qui arrive tout d'un coup et qui nous dise ça vous coûte 2000 $, vous n'avez pas d'affaires là. Finalement, non, c'est parce que à ce temps-là de l'année, les Américains ils trouvent qu'il fait trop froid. Donc, ils ne vont pas sur le lac. J'ajoute aussi que les canyons, des fois, l'eau n'est pas très profonde, c'est pas très large, fait que les kayaks, c'est parfait, mais que les bateaux à moteur, c'est avec ça que les Américains s'amusent, ils ne vont pas dans les canyons. Donc, en quelques photos, et ça, vous voyez, ça, c'était, si tu reviens, Mariana, un endroit, Gregory Butte, là, les noms n'ont pas d'importance, mais où on va aller camper, par exemple, 3 soirs à cet endroit-là. Donc, on va arriver avec tout notre matériel et on va monter le camp pour 3 soirs. Puis après, on va aller se promener autour. On peut aussi faire des marches magnifiques s'il y a trop de vent. En général, le vent est très, très
est très correct là, à Powell. Ils ne vendent pas très fort, mais si ça arrive, ben, on va se promener, puis c'est vraiment pas un problème. C'est magnifique, hein? C'est des ambiances de canyon. On est aussi dans la même dynamique que la base Californie pour la nourriture, en grande partie fraîche. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des pâtes au pesto, là. Mais en fait, surtout sur le voyage de 6 jours. Sur le voyage de 12 jours, c'est un peu plus compliqué. Par contre, on ne peut pas pêcher, là. Ce n'est pas une place où il y a beaucoup de poissons pour pêcher, puis on n'a pas le temps. Donc, disons, ici, vous avez Simon, là, qui est un de nos guides principaux pour la base Californie. Puis son autre job avant d'être guide, c'est qu'il était chef. Donc, avec lui, si vous tombez sur moi, c'est pas drôle. Mais si vous tombez sur Simon, vous êtes chanceux puis vous allez avoir de la très bonne bouffe. Non, non, non. Moi, je ne suis pas si pire, mais j'ai 5 ou 6 recettes. Puis, si vous faites 2 semaines avec moi, on va manger 2 fois la même chose. Mais bon, c'est pas si pire que ça. Alors, c'est ça. Donc, on accorde une importance évidemment à la nourriture. On est encore une fois, hein, on est en Arizona puis en Utah. Alors, on est dans des températures désertiques, c'est-à-dire qu'il fait soleil la grande majorité du temps, des précipitations très rares, vent possible, mais rien de... c'est pas la mer, hein, donc même s'il vente, il n'y a pas des très grosses vagues. Si vous êtes déjà allé au Grand Canyon, vous avez vu ce type de paysage-là, le lac Powell, c'est vraiment un endroit... au niveau des paysages, moi, je vous dirais que les 2 endroits les plus hallucinants pour des kayakistes sur la planète au niveau des paysages, c'est Powell et le Groenland. Maintenant, au niveau de la faune, de la flore et tout ça, la Basse-Californie puis le Panama, dont on va vous parler tout à l'heure, c'est plus intéressant. Mais au niveau des paysages, par exemple, c'est dur à battre. Dans ce type de paysage-là, si vous aimez ça, hein, c'est quand même austère et tout, mais c'est vraiment, vraiment magnifique. Petite image, ça vous donne une idée là, des marches qu'on peut aller faire. C'est un territoire protégé, mais ce n'est pas un parc national. Et comme une grande partie du territoire est difficile d'accès, il n'y a pas de route, ben, on marche un peu où on veut, hein, si vous avez une idée des forêts. Au bout des canyons, de certains canyons, on débarque du kayak, puis on va se promener ce qu'on appelle des slot canyons. Donc, ce sont des canyons où vraiment, là, des fois, il faut se mettre de côté. C'est très, très étroit. Ça donne on a vu des photos un peu célèbres de ça, avec la lumière qui rentre, les teintes d'orangé et de rouge. Ben là, on les a pour nous autres tout seuls parce qu'ils sont au bout des canyons. Puis, pour se rendre là, ben, il faut que ça soit très étroit. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que les couchers de soleil sont magnifiques? Évidemment, avec toutes les couleurs orangées, l'horizon, ça donne toujours des magnifiques couchers de soleil. Puis comme la température est très clémente, on a une grande tente hein, pour, si jamais il ne fait pas beau, pour manger à l'intérieur, mais c'est extrêmement rare qu'on utilise cette tente-là. Donc, essentiellement, la tente, elle nous sert, la grande tente, elle nous sert à cuisiner si on ne veut pas avoir trop de sable dans la nourriture. Puis après ça, ben, on mange dehors. Et vous pouvez aussi dormir à la belle étoile si ça vous tente. Donc, à l'intérieur des canyons, ça vous donne un peu une idée de l'ambiance. Hein. Des fois, c'est tellement étroit que la pagaie au complet ne rentre pas, fait qu'il faut la casser puis de pagayer comme ça. Il y a des horizons extrêmement lointains, en même temps qu'il y a des canyons très étroits. Alors, c'est vraiment la variation des deux qui rend le voyage intéressant, autant dans le séjour qui est plus court que le séjour qui est plus long. Kayak double, kayak simple, combinaison, un petit peu la même dynamique qu'en Basse-Californie. On va vraiment vous demander votre expérience. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont capables de faire du kayak sur l'eau pendant 4-5 heures, mais le faire pendant 6, 7, 8, 9, 10 jours, c'est une autre chose. Fait qu'on va en discuter sérieusement. Vous avez évidemment un accompagnateur. Les guides sont des guides évidemment certifiés en kayak. Et qui viennent du Québec. Fait que, alors, vous ne tomberez pas sur quelqu'un de Las Vegas. Non, vous allez partir avec Alexandre au mois d'avril, je pense, notre premier voyage, et ou Simon ou moi. Fait qu'on est 3 ou 4 guides à faire ce voyage-là régulièrement. Est-ce qu'il reste des photos, Mariana? Je pense qu'il n'y en avait pas tant que ça. C'est la dernière? Oui, c'est la dernière. Puis, on a une question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'insectes?
Si votre question, c'est genre des maringouins, des affaires comme ça, il n'y en a pas du tout. Si vous faites allusion à des scorpions puis des choses comme ça, ben, comme dans tous les déserts, oui, il y en a. Ceci dit, peut-être j'ai peut-être guidé une douzaine de fois. Je pense que j'en ai vu une fois. Il y a des règles de base, hein. Si tu mets ta main, tu veux déplacer une roche, puis tu mets ta main en dessous de la roche sans regarder, ben, tu cours après le trouble. Fait qu'il y a quand même des choses de base comme ça, mais on n'a jamais été, ça n'a jamais été un problème. Puis entre vous et moi, entre voir un scorpion dans le désert américain ou voir un grizzly dans un parc du Canada, j'aime bien mieux voir un scorpion. Il y a une autre question, quel est le kilométrage? C'est une question que j'ai toujours de la misère à répondre parce que surtout en kayak, hein, en kayak, si vous avez un vent de dos, vous roulez à facilement 7-8 km/h. Si vous avez un vent de face, vous roulez à 2 km/h. Donc, puis évidemment, un double a plus de puissance qu'un simple. Alors, des journées qui, des fois, sont très courtes peuvent s'avérer en temps assez long. Dans le premier voyage où où on fait 6 jours de kayak, il y a 2 ou 3 campements maximum. Donc, on va rester sur place, ce qui veut dire que puis le déplacement entre les deux campements n'est pas si long que ça. Justement, pour tenir compte du fait que si on a un vent contraire, ben, on va quand même réussir à se rendre. Mais grosso modo, je vous dirais que ça ressemble à 3 heures, 2-3 heures le matin. On prend une longue pause pour dîner. Des fois, même, on cuisine un peu. Puis un autre 2-3 heures l'après-midi. On a du temps pour se baigner, surtout à l'automne où l'eau est quand même un peu plus chaude qu'au printemps. On a du temps pour marcher autour. C'est pas du tout un voyage on n'est pas pressé dans le temps. Le voyage où on fait la traversée, là, les kilométrages vont être plus conséquents. Je vous dirais entre 15 et 20 kilomètres par jour, mais il y a des journées plus courtes que ça, puis il y a même 1 ou 2 journées de congé où on va aller marcher. Donc, mais évidemment, pour le deuxième, on va se parler. Là. Tu sais, c'est pas la traversée, c'est pas le type de voyage que vous faites si ça vous tente d'essayer le kayak. Il faut avoir un peu plus d'expérience. C'est pas que c'est au niveau technique, là, on n'est pas sur la mer avec des grosses vagues cassantes et tout. Non, c'est la durée quand même. Et puis, l'endurance. Oui, c'est ça. Oui, bien, en fait, juste pour permettre la partie expédition, autonomie, etc. Donc, c'est ces 2 voyages qu'on a dans les 2, cette même formule. Donc, une version un peu plus courte, une version un peu plus longue. Version courte plus pour s'essayer, pour justement s'amuser un peu. Souvent, on va pouvoir monter les campements 2 nuits consécutives dans le même endroit. Longue expédition, là, on est vraiment plus, il faut avancer. Donc, on a besoin d'échanger les campements à tous les jours. Si jamais il y a un des sites de voyage qui vous intéresse, moi ou Richard, on peut avec plaisir prendre appel avec vous demain ou la semaine prochaine. Alors, on va juste continuer. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions sur les voyages, donc on va juste continuer. Donc là, on a une autre version, on a un voyage où il y a un bateau qui nous assiste. Puis en plus, on a une belle rencontre avec les peuples Guna, donc c'est pour ça qu'on appelle Panama Gunayala. Gunayala, c'est les territoires, mais aussi c'est les peuples Guna. Je vais vous présenter rapidement une carte, donc juste pour vous situer. Donc on va à Panama City, on atterrit là-bas, mais là où on veut vraiment y être, et ça va être notre terrain des jeux, c'est ici. Là, je vous savais mis en rouge quartier. Donc, c'est là les ports où on commence. On va prendre le bateau pour se rendre à Isla Tigre. Puis, de là, après, on va revenir tranquillement au kayak. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller d'une île à l'autre. Encore, on est très dans l'exploration. J'ai fait 3 fois le voyage, puis on était... Souvent, les débuts, c'est pareil, mais après, on s'amuse, on vérifie selon les conditions, selon plein de choses. C'est pas toujours les mêmes îles qu'on visite. On commence à voir, ça fait longtemps qu'on fait le voyage. Peut-être, Richard, tu m'aimerais nous raconter comment est-ce que Panama a commencé à... Oui.
Bien, en fait, je trouve toujours ça non seulement intéressant, mais en tout cas, j'espère, mais important de raconter l'histoire du voyage, pourquoi on fait un voyage là, comment ça s'est passé, ça peut être drôle aussi. Mais au début de Caravanier, on a longtemps fait un voyage en Guadeloupe, notamment en kayak, multi-activités, mais on avait 3 ou 4 jours de kayak. C'était vraiment super le fun, mais ce que je trouvais, c'est que on avait moins ce côté-là, je vais employer le terme exotique, là, mais c'est la France, la Guadeloupe. Hein. Fait qu'on s'amusait beaucoup, mais on n'était pas dans la découverte comme on peut faire au Népal, au Pérou. Et j'avais le souvenir d'avoir lu un article dans le National Geographic, mon magazine préféré, surtout à l'époque, sur un peuple qui vivait entre le Panama et la Colombie, qui vivait de façon très, très traditionnelle. Et j'avais ça en tête. Fait que à un moment donné, j'ai décidé d'écrire au Panama en disant, est-ce qu'on peut y aller? Puis je me suis fait dire, non, vous ne pouvez pas venir. L'Office du tourisme au Panama, là, les CUNA ne veulent pas avoir de touristes dans cette région-là, parce que j'avais un peu regardé les régions les plus intéressantes. Donc, je me suis fait dire non. Mais 1 an ou 2 après, je reçois un mail qui me dise, ah, peut-être qu'on serait intéressé à avoir des petits groupes, mais pas beaucoup. Donc, je suis parti 3 semaines en repérage. Quand je dis 3 semaines, ben, j'ai même 4 semaines, mais j'ai passé 1 semaine et demie, 2 semaines dans un petit village qui n'est pas sur la carte ici, à faire rien, juste pour que les gens acceptent qu'on y aille. Et là, j'ai vécu vraiment, tu sais, si je caricature un peu, j'avais des rencontres le soir avec les chefs et tout. Des fois, tu avais l'impression que j'allais finir dans la marmite le soir. Et puis, mais ça a donné vraiment quelque chose de formidable. On a arrêté de le faire pendant quelques années. C'était une logistique très compliquée. Ils ont construit, il fallait prendre un avion à l'intérieur, c'était très compliqué. Maintenant, ils ont ouvert une espèce de piste en état très correct qui nous permet de nous rendre. J'avais très peur que ça change beaucoup parce que c'est tellement des plages magnifiques. Je me suis dit, bon, il va y avoir plein de monde, mais les Gouna est assez intelligent pour condamner quelques îles, mais laisser tout le reste très vierge. Donc, il faut des permis spéciaux. Il y a une flotte de kayak à cet endroit-là, puis c'est nous autres qui l'avons. Alors, ça, avec beaucoup, beaucoup de plaisir, des fois, quand ça fait 10 ans que tu ne vas pas à un endroit, tu te dis, ça a peut-être changé. Là, c'est resté wow. Depuis ce temps-là, Mariana, très bonne kayakiste et qui parle évidemment l'espagnol, qui est pour eux la deuxième langue et tout le monde ne parle pas espagnol, ils ont leur langue. Ben, c'est aussi Mariana qui s'occupe et qui guide la grande majorité du temps ce voyage-là. Fait que je te laisse en parler, Mariana. Merci. Donc, j'ai mis une photo. C'était la 12e ou la première fois qu'on a fait le voyage. Donc, Richard est venu me présenter ses amis Guna. Puis au milieu, dans la photo, c'est Nemesio. Donc, Nemesio était déjà à l'époque, quand Richard était allé la première fois. Puis il continue aussi un grand passionné de sa culture, de ses traditions, puis surtout du kayak. Lui, il attend la saison pour commencer à faire du kayak. Donc, il faut dire aussi que les Guna nous permettent d'y aller avec quelques conditions. La première, c'est qu'il faut qu'un guide de kayak soit Guna. Donc, parfait. Les messieurs adorent les kayaks. C'est notre ami. Donc, il est notre guide local. Deuxième condition, c'est qu'on doit avoir un bateau avec un capitaine puis un assistant Guna. Donc, on engage un bateau Guna avec ses capitaines puis son assistant, puis un cuisinier Guna. Donc, ça fait que dans ces voyages, on a un petit staff qui nous accompagne. Donc, ça favorise beaucoup la rencontre avec des autres, puis des autres personnes de la communauté, mais aussi ça nous permet d'apprendre un peu plus de sa culture puis de ses traditions. On voit bien là, on est dans le Panama, on arrive, c'est une ville coloniale assez charmante. Et on ne reste pas beaucoup de temps, on va tout de suite à Gunayala. Il faut savoir que les peuples Guna, en fait, habitaient au début dans les territoires, donc beaucoup dans la jungle d'Ariène, qui c'est très
c'est très sauvage, on ne peut pas la traverser. Et là, justement, dans le voyage, on voulait aussi faire une petite découverte dans la jungle. Donc, on a une petite journée qu'on va faire en exploration. De cette partie. Mais sinon, tout le reste du voyage, on est vraiment dans des paysages assez paradisiaques. Les îles sont assez petites. On voit ici une pirogue à voile. C'est la façon traditionnelle de se déplacer pour eux, d'aller à la pêche, d'aller justement à la côte où il y a un petit potager, la plupart des familles. Énormément d'enfants. Donc, on a beaucoup de rencontres. C'est quelque chose qu'on n'en a pas dans le Basse-Californie ou bien dans le Powell, parce que là, on est dans des territoires sauvages où justement notre intention, c'était de nous éloigner. Mais là, c'est vraiment plus de nous approcher de cette famille ou de cette communauté. Les femmes s'habillent encore de façon traditionnelle. Là, qu'est-ce qu'on voit à l'arrière? C'est des mots là, c'est les petits artisanats qui font pour les touristes entre autres, mais aussi pour s'habiller. Donc là, il y a toute une histoire. Je ne vais pas tout vous raconter aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de nous voir au Panama. Puis là, je vous expliquerai pourquoi ils s'habillent comme ça, puis c'est quoi la signification de chaque élément de ces habits. Mais c'est vraiment fascinant, puis ils sont super gentils. Là, je me fais, ils m'ont adopté, donc j'ai une famille adoptive au Panama. C'est chaque famille, il va comme un peu protéger une île ou rester dans une île pendant une courte ou longue durée. Là, Zetsinora, mon ami, avec ses enfants, sont souvent dans cette île. Donc, on aime beaucoup y rester une ou deux nuits. C'est bien, en plus, c'est bien positionné. Il y a une bonne récif pour faire la plongée. On a des sites qui aussi ont des endroits parfaits pour aller faire la plongée. Et on s'approche aussi facilement de la côte. Donc, on est vraiment dans cet esprit de bouger avec les kayaks. Là, on voit les bateaux. On arrive en kayak, donc ça, c'est assez unique pour eux parce que la plupart des gens arrivent soit en pirogue ou en voilier ou en petit bateau. Mais les petits bateaux, c'est vraiment juste les Gunas qui ont. C'est tout assez contrôlé, puis d'une bonne façon. C'est vraiment essayer de protéger, puis que les touristes en masse n'arrivent pas pour juste profiter de l'endroit. Et c'est vraiment que tout le monde puisse se bénéficier de l'arrivée du touriste. Donc, notre façon de faire le voyage, ça leur plaît parce qu'ils savent bien que l'économie qu'ils ont ça va répartir en plusieurs familles, en plusieurs personnes. Là, on est vraiment plus dans le kayak simple. On peut voir ici que la flotte est plus dans le kayak simple. On a un ou deux kayaks doubles, mais les kayaks, pour cette fois-ci, ne sont pas chargés. Tout est transporté dans les bateaux. Donc, les kayaks sont un peu plus légers. Là, on est vraiment aussi plus exposé. Donc, on a plus de on doit peut-être avoir un peu plus d'expérience en kayak pour faire ce voyage. On voit ici bien la taille de notre campement. Donc, c'est vraiment des îles tout petits avec un groupe. Des fois, on remplit l'île. Donc, on est vraiment choyé dans cette côté. On peut y aller vraiment d'une île à l'autre. Puis, on connaît bien les îles qui ont assez de place, d'infrastructure pour pouvoir y rester. On voit ici dans chaque île, il y a comme des petits hôtes comme ça. Donc, souvent, il y a une qui est utilisée pour la famille, une autre qui va être utilisée pour les staffs pour nous faire manger, puis nous, on monte les campements autour. Donc, c'est l'eau salée. On se baigne assez souvent dans l'eau salée. C'est rare qu'on puisse avoir de l'eau douce, sauf quand on fait la visite comme tu disais, on entre dans la côte, puis là, on a une petite rivière qu'on peut entrer dans le kayak, puis là, on trouve l'eau douce, puis on peut se prendre un petit bain à l'eau douce. La culture des Gunas, c'est beaucoup ça depuis son nid jusqu'à la fin de sa vie. Ils vont dormir dans un hamac. Juste pour vous dire, ils sont même enterrés dans son hamac. Donc, pour eux, c'est comme, OK, c'est bien, on va vous donner une tente, mais aussi, ils ont une hamac pour chaque personne. On est très proche, encore une fois, j'utilise ces mots, mais on est proche du Darien. Donc, ça veut dire que c'est une température humide, une température tropicale. On peut avoir la pluie même dans la
on va dans la saison la plus sèche, mais cependant, on peut avoir un peu de pluie. Cependant, ça fait 3-4 fois que je suis allée, puis la pluie, c'est pas dérangeant, c'est souvent des petites gouttes qui tombent la nuit. J'aime bien dormir en hamac. J'ai pris l'habitude de dormir à la Belle Étoile en Basse-Californie. Donc, ici, je commence souvent la nuit en hamac, puis des fois, hop, il y a des gouttes qui te réveillent, tu trouves un petit abri, puis hop, 5 minutes plus tard, il pleut pas, tu peux revenir à ton hamac. Donc, on a justement l'effet qu'on a les bateaux, on peut se permettre aussi d'avoir des chaises, des tables, donc on a un petit confort supplémentaire. Ben, la gastronomie du Panama, c'est rien à voir avec la gastronomie mexicaine, mais les cuisinières qui nous accompagnent, ils font quand même des très bonnes salades, on mange quand même assez bien, assez varié. C'est sûr que c'est pas la haute gastronomie, mais on mange très, très bien. Des fois, on peut trouver une pirogue qui a des poissons, on va l'acheter. Des fois, il y a des petits langoustes, donc on va aussi en acheter. Donc, c'est ça aussi un peu de les gens qui aiment bien manger des frites mûres, des poissons, du riz au coco, très, très typique de la région. Donc, on va avoir vraiment du plaisir. Donc, encore une fois, on est dans la nourriture complètement fraîche pour ce voyage. Donc, c'est un voyage très populaire. Des fois, avec l'équipe, avec les gens de l'île. Donc, ça, c'est l'équipe plus nombreux qu'on a eu, mais c'est souvent un voyage qui fonctionne bien. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je vous conseille de ne pas trop tarder. Cette année, malheureusement, le départ est annulé, mais vous pouvez déjà vous inscrire pour 2024. La saison, c'est février. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais regarder. Non, pas de questions. Donc, on voulait faire un petit clin d'œil sur notre voyage au Québec. Richard, est-ce que tu es là? Oui. Ah non, ben, Oui, c'est pas grave. Ah, OK. Oui, Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose pour Panama ou on peut passer à notre voyage au Québec. Non, écoute, c'est un bon survol, hein. Je rappelle aux gens, je l'ai dit tout à l'heure, mais appelez-nous. Allez Ouais. voir le site Internet, appelez-nous, on va en parler plus en détail. Vraiment, ça nous fait plaisir. Donc, on a des voyages au Québec aussi. Je voulais faire un petit clin d'œil pour ceux qui sont intéressés. Donc, on a l'archipel des Mégans. C'est un voyage aussi encore très... on est assez fiers de l'avoir dans notre gamme des voyages. On arrive en Zodiac à une grande île, on fait une camp base, on a des bonnes kayaks, des bons matériels. C'est l'archipel Mégan, je ne pense pas qu'il faut que je les présente, mais c'est quand même un endroit, pour moi, c'est un rêve d'y aller depuis que je suis arrivée au Québec. Puis je ne regrette pas, puis si je pourrais aller à chaque année, j'irai. C'est vraiment magnifique. La façon dont c'est un endroit assez comme difficile pour naviguer si on veut tout faire, mais la formule qu'on a, c'est assez parfaite, même pour les gens qui ont un peu moins d'expérience, parce qu'on a un camp base, on ne doit pas déplacer les campements à tous les jours, donc on dort dans le même camp tout le temps. Ça nous permet, c'est dans la grande île, donc ça nous permet d'avoir un bon territoire pour naviguer, pour explorer, et souvent très protégé des vents. Donc, même s'ils vendent beaucoup, si on a des conditions un peu plus difficiles pour naviguer, dans l'endroit où on est assez protégé pour pouvoir varier un peu l'itinéraire et naviguer tout le temps dans des conditions assez faciles, entre guillemets. Et aussi, si jamais on ne peut pas sortir, la grande île est assez grande, on pourrait faire, si on veut faire les tours de l'île, ça nous prend un bon 5-6 heures. Donc, on a plein d'options. Donc, c'est vraiment un très beau voyage à découvrir en été si jamais vous décidez de rester au Québec. On mange super bien aussi. C'est vraiment quelque chose, c'est sûr que vous retournerez pour me parler de comment vous savez bien manger. On essaie beaucoup avec nos partenaires de vous faire découvrir vraiment tous les goûts locaux. Ils font la cueillette des baies, des champignons pour vraiment élaborer ces
s'aimer pendant le voyage. On l'effectue en camp base aussi. On a l'opportunité d'avoir un glacier, donc on a des gâteaux comme dessert dans le souper. Donc, on est vraiment gâté côté nourriture dans ce voyage. On a aussi, cette année, on va offrir la Basse-Côte-Nord. On va faire c'est un voyage peut-être avec des gens qui ont un peu plus d'expérience. L'idée, c'est prendre les balades et gagner. Donc, c'est les relais nordiques qui opèrent cette région dans le bateau. Donc, on va vraiment à la Basse-Côte-Nord. On va arriver à Harrington Harbour. Dès là, on va faire une expédition en kayak. Puis, on revient avec les balades et gagner. Donc, rendez-vous à Havre-Saint-Pierre. On prend un bateau pour deux nuits. Expédition des kayaks. Puis, on revient à Havre-Saint-Pierre avec les bateaux. Donc, la Basse-Côte-Nord, il ne peut pas avoir plus sauvage puis plus mythique au Québec pour faire de l'exploration et d'expédition en kayak. Donc, on va vous offrir ça cet été en seul départ, en juin, avec les mêmes partenaires avec qui on fait l'archipel des Mégangs. Donc, vous pouvez voir que aussi les repas vont être assez goûteux puis assez différents. Puis, encore une fois, avec Norjak, notre partenaire, on est encore fiers d'offrir la rivière du Magpie. Ça, c'est une descente plutôt en rafting. C'est une rivière assez fascinante. On a un bon encadrement aussi. On n'a pas besoin d'avoir une grande expérience. Avoir le goût de l'eau, c'est sûr. On passe plusieurs rapides par jour. C'est super bien encadré. On a un bon équipement, une bonne logistique et encore une fois, on mange très bien. Donc, c'est 3 voyages assez épiques pour faire et découvrir au Québec. Des fois, il ne faut pas aller trop loin pour faire des beaux voyages. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire, donc vous pouvez simplement m'appeler ou m'envoyer un courriel, soit à moi ou à Richard. Après, on vous demande de remplir une fiche, il y a un dépôt des assurances. Les voyages, souvent, se confirment à 4-5 personnes. Pour les voyages à l'international, tout de suite après, on passe à l'achat des vols, puis on fait toujours des petites rencontres pré-départ. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Voir si on a des questions. Non, je ne pense pas qu'il y a des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on vous remercie d'être ici cette soir avec nous. On espère qu'on vous a donné le goût de faire du kayak, de visiter un des pays ou bien de rester au Québec pour explorer une belle rivière ou l'archipel des Mégangs ou encore la Basse-Côte-Nord. Tu veux ajouter quelque chose, Richard? Si le kayak vous intéresse, on va aussi en Crète, donc une île grecque, puis l'Everest du kayak, c'est le Groenland. Donc, si ça vous tente de faire, si vous êtes vraiment des passionnés de kayak, et en passant, le Groenland, le kayak n'est pas difficile au Groenland. Les gens disent, non, pas le Groenland. Ils vendent pas mal moins fort au Groenland qu'au Panama puis en Basse-Californie. Alors voilà, merci. Le kayak, c'est vraiment une discipline. C'est la meilleure façon de marcher sur l'eau, d'aller, de rejoindre des endroits qu'on peut difficilement rejoindre ailleurs. Sur nos circuits, vous n'avez pas besoin, règle générale, vous n'avez pas besoin de savoir esquimoter niveau 2 et tout ça. Non, les guides sont là pour, s'il y a un problème, vous aider. Selon les circuits, vous avez besoin d'un peu plus ou d'un peu moins d'expérience. Vous nous appelez, puis on va vous en parler. Merci beaucoup. Merci, Mariana, avec ton sourire et puis ton charmant accent de je ne sais pas où. Toujours le fun de t'entendre. Fait que voilà. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.